Bienvenue dans les récits extraordinaires de Pierre Bellemare. Un podcast issu des archives d'Europe 1. Monsieur Étienne sort de chez lui un journal sous le bras. Il a l'air seul. Aujourd'hui, c'est jeudi et sa petite fille ne va pas à l'école. Aujourd'hui, c'est un jour de janvier 1950. Il fait très froid. Monsieur Étienne a enroulé un cache-nez autour de son cou, relevé le col de son pardessus et, debout sous le porche de l'immeuble, il observe un moment la pluie, agacé. Il éternue. Au bout d'une minute environ, il se décide, enfonce son chapeau sur sa tête et traverse la rue. J'allais dire en courant, mais on ne peut pas appeler cela courir. C'est une succession de petits bonds pressés qui l'amènent sur le trottoir d'en face, à l'arrêt d'un autobus qui arrive. Monsieur Étienne monte et s'assoit tout au fond, là où il y a le plus de place vide. Il a l'air ennuyé. Manifestement, il a horreur de la pluie et s'emploie à nettoyer ses lunettes, à secouer son journal, qu'il ouvre enfin à la page des offres d'emploi. Donc M. Étienne cherche un emploi. Au bout de 2 arrêts, il se lève tout à coup comme un ressort, il va descendre à la prochaine. Non. Il consulte l'itinéraire de l'autobus avec beaucoup d'attention, puis va se rasseoir. Il a refermé son journal et regarde, par la vitre embuée, défiler les trottoirs. On voit très bien ses yeux derrière ses lunettes, des yeux verts, d'un drôle de vert un peu pâle, qui lui donne un regard de poisson assez gênant. Son teint est pâle et ses cheveux très noirs, avec juste un peu de gris sur les oreilles. Finalement, il a une drôle de tête, ni beau ni laid, mais curieux, ni lard ni cochon, sans âge. En fait, il a 45 ans. Maintenant, M. Étienne se lève. Il s'apprête à descendre, mais attend soigneusement que les autres passagers aient évacué le couloir au maximum. Il donne toujours l'impression de ne vouloir en aucun cas frôler quelqu'un. Sur la petite place où il est descendu, il cherche à s'orienter un instant, semble trouver sa direction et marche à pas menus, en s'abritant le plus possible du côté des stores de magasins. Au bout de 5 minutes, il s'immobilise devant une porte d'immeuble pas très reluisant et y pénètre. Il tourne à gauche dans la cour et s'arrête devant une enseigne délabrée, menuiserie, travaux à façon. Il entre et disparaît dans l'ombre de la boutique. La cour sent le bois mouillé. Vous venez de vivre environ 30 minutes de la vie de Monsieur Étienne, de très près, comme si vous marchiez à côté de lui. En observant bien, vous auriez même pu apercevoir le petit morceau de sparadrap qu'il a sous le menton. Il a dû se couper en se rasant. C'est rare de pouvoir examiner d'aussi près un personnage des dossiers extraordinaires. D'aussi près qu'on a l'impression de le suivre. Qui dit que ce n'est pas le cas? Si vous demandiez à la concierge de M. Étienne des renseignements sur lui, elle serait bien en peine de vous en donner. C'est un nouveau, il est arrivé il y a 15 jours avec 2 valises de vêtements et en taxi. Son emménagement s'est arrêté là, il occupe un 3e étage sans ascenseur, un petit 2 pièces cuisine meublé avec vue sur la cour. Le jour de son arrivée, il était seul, et le lendemain, il ramenait avec lui une petite fille de 10 ans, un peu maigre mais gentille, et 2 valises supplémentaires, certainement les affaires de la petite. Elle s'appelle Myrna. Un drôle de prénom. C'est tout ce que c'est la concierge. Mais nous pouvons en savoir davantage. Nous savons qu'il a acheté du linge, des ustensiles de vaisselle, des produits de bazar, une lampe, un chauffage électrique, des couvertures, etc. Monsieur Étienne est un homme qui s'installe dans un nouveau domicile et visiblement, il n'a rien amené de l'ancien avec lui. Un homme sans meubles et sans passé. Tous les matins, à la même heure, il descend en même temps que sa fille. Il attend l'autobus avec elle, la fait monter, mais ne l'accompagne pas. Il ne l'embrasse pas non plus. Elle part seule pour l'école et mange à la cantine. Monsieur Étienne est donc libre toute la journée. Depuis 15 jours, dès le départ de l'autobus, il entre dans un bistrot voisin, boit un café au comptoir en lisant les offres d'emploi. Aujourd'hui, il a pris le premier autobus pour se rendre dans cet atelier de menuiserie. C'est donc qu'il a trouvé du travail. Pour savoir si on l'a embauché, il suffit d'attendre le lendemain et de vérifier s'il se rend à la même adresse.
Voyons maintenant pourquoi M. Étienne vit en cette journée de 1950 à l'intérieur d'un dossier extraordinaire et pourquoi nous connaissons avec autant de certitude les moindres détails de sa vie. Le personnage, tout d'abord. Cet homme qui a l'air sans passer pour sa concierge n'en manque pas. C'est un homme qui n'a pas vécu jusqu'à 45 ans sans laisser de traces. Il y a 15 jours, M. Étienne habitait un autre appartement avec sa fille. Et plus loin encore, il y a 3 mois. Il habitait ce même appartement avec sa fille et sa femme. Depuis 12 ans. Or, il est seul maintenant avec Myrna. Oh, les journaux en ont parlé un peu à l'époque. Oh, jamais plus grand qu'un fait divers. Encore, n'ont-ils pas dit grand-chose. Maintenant, on n'en parle plus, nulle part. Même la police a fini d'accumuler ses paperasseries et depuis 15 jours, M. Étienne a obtenu l'autorisation de partir de chez lui, de s'éloigner comme il le voulait. Jusque-là, on lui avait conseillé de ne pas bouger. Oh, il ne désirait pas tellement aller loin, d'ailleurs. Ce n'est pas le genre d'homme à quitter un pays pour fuir un passé dramatique, comme on dit. C'est trop compliqué. Un changement de quartier lui a suffi. Tout ce qu'il voulait, c'était changer de maison. La vue de ce petit intérieur douillet, de ses meubles, de tous ses objets familiers, lui était insupportable. On le comprend. Dormir dans cette chambre, en particulier sur ce lit, où elle avait dormi si longtemps, était à la limite de ses forces. Mais tant que la police avait besoin de lui, il avait des scrupules à partir. Son dernier entretien avec le juge d'instruction l'avait soulagé. L'enquête piétine, monsieur Étienne, dans ce genre d'affaires. Il se passe parfois plusieurs mois, parfois plusieurs années avant que l'on mette la main sur le coupable. Et le juge avait ajouté « Je vous rends votre liberté. D'ailleurs, je l'ai à peine prise, tout compte fait. J'espère que vous oublierez tout cela. » Monsieur Étienne avait dit que oui, qu'il s'efforcerait d'oublier. Votre petite fille va bien? Monsieur Étienne avait apprécié cette sollicitude et affirmé que Myrna, Dieu merci, ne connaissait pas les détails. Il comptait la reprendre avec lui. Le séjour chez sa grand-mère s'était révélé une bonne solution, mais il ne voulait pas que l'enfant soit trop longtemps privé de ses habitudes. Puis, il s'était hasardé à poser une question. Lui qui n'en posait jamais, attendant toujours qu'on lui adresse la parole. Est-ce que vous classez le dossier, monsieur le juge? Bien entendu, non. Chez nous, un dossier n'est jamais vraiment classé. Non, mais vous êtes libre. Monsieur Étienne avait alors tenté un sourire. Vous me soupçonnez encore? Le juge, cette fois, avait changé de ton. La réponse était plus sèche. Probablement plus sincère que la courtoisie qu'il affichait. Soupçonner est un métier, monsieur. Il se trouve que c'est le mien. Cela dit, je n'ai aucun motif en ce qui vous concerne. Si j'ai cru devoir vous faire subir la prison, c'était à l'époque des faits une chose logique. L'enquête vous avait mise en cause. Mon devoir était d'éclaircir certains points. Cette fois, M. Étienne avait hoché la tête sans insister. Il avait même jugé inopportun de demander si les objets saisis à son domicile par les enquêteurs lui seraient rendus. Pourtant, il avait dû longtemps se demander si cette question devait être ou non posée. Oh non qu'il tienne à récupérer ses choses, bien au contraire, mais il devait être difficile pour lui d'ajuster son comportement à ce genre de situation. Or, en toute chose, M. Étienne pensait qu'il était essentiel d'ajuster son comportement à la situation. Il l'avait fait pendant la guerre, en entendant la résistance. Il le faisait quotidiennement en prenant des précautions pour sa santé. Une vieille tuberculose guérie mais toujours menaçante l'avait peu à peu transformé en une sorte de chat fourré, craignant l'humidité, les courants d'air et l'hiver en général. En ce moment particulièrement, il semble ne pas goûter ses allées et venues dans le froid pour chercher du travail. La chose est cependant urgente. Depuis la mort de sa femme, M. Étienne a préféré quitter son emploi d'ouvrier menuisier. On l'y regardait d'un peu trop près. Voilà M. Étienne. M. Étienne sort de l'atelier où il est entré pour chercher un emploi. Son visage ne traduit rien de précis, mais sur le trottoir, il jette son journal dans une corbeille à papier et repart en sens inverse jusqu'à l'arrêt de l'autobus. Ce faisant, il observe la rue et les passants autour de lui avec une grande attention, comme s'il cherchait quelqu'un. Peut-être ne se sent-il pas à l'aise. Ce serait normal pour un homme qui vient de vivre 3 mois comme cela. C'était le 8 octobre 1950.
Il était 10 heures du soir. Monsieur Étienne frappe contre la porte de l'ascenseur qui ne vient pas, puis descend l'escalier en courant. Il est affolé. Le patron de la brasserie du coin le voit entrer, blanc comme un linge, et demande « Ça ne va pas, monsieur ?»« Oh, s'il vous plaît, il faut que j'appelle la police. Le téléphone, s'il vous plaît. Vous avez des ennuis, monsieur? On a étranglé ma femme. Elle est là-haut !» Dans le silence qui se fait autour de lui, monsieur Étienne prend le téléphone, mais il ne sait pas quel numéro faire et quelqu'un se propose pour l'aider. Il remercie. Peu à peu, les gens s'affolent autour de lui. On lui offre un verre de rhum, puis de l'accompagner chez lui. Il refuse. Lorsque le quart de police arrive, il est sur le trottoir, grelottant de froid, et guide sans un mot les policiers en indiquant l'immeuble. La porte de l'appartement est restée ouverte. Monsieur Étienne désigne du doigt la chambre. Sa femme est allongée sur le lit défait en peignoir. Il semble qu'elle se soit débattue très peu. Un élastique blanc est serré autour de son cou, un gros élastique, du genre de ceux que l'on glisse à l'intérieur des ceintures. Sur le tapis, une boîte à couture sur pied, en tapisserie bleue et renversée, tout son contenu épars. On dirait que l'assassin a surpris la femme en train de coudre et s'est servi de ce qui lui tombait sous la main pour l'étrangler. D'ailleurs, l'examen d'un travail entrepris sur un tailleur, et notamment à la ceinture de la jupe, indique que la victime était certainement en plein raccommodage au moment de l'agression. Une bonne partie de la nuit, les policiers s'affairent, photos, empreintes, question à n'en plus finir. À 3 heures du matin, monsieur Étienne raconte sa vie, sa journée et sa soirée à un inspecteur de police bougon et aussi fatigué que lui. Oh, c'est simple pourtant. Monsieur Étienne ne devrait pas avoir à le répéter plusieurs fois et dans tous les sens. Il rentre chez lui à 10 heures du soir. Il fait des heures supplémentaires à son atelier. Il découvre sa femme sur le lit et appelle la police de la brasserie du Rond-Point. Sa femme, 40 ans, infirmière, ne travaillait pas ce jour-là. Elle restait à la maison comme d'habitude dans ces cas-là. Sa petite fille a une mauvaise grippe. Elle est actuellement chez sa grand-mère. Elle y est depuis 2 jours. Monsieur Étienne craint la contagion. Il n'en sait pas plus. Il ne sait pas si sa femme avait un amant, ni si elle avait reçu des menaces. Il n'a rien remarqué de suspect ces derniers temps. Ils sont mariés depuis 12 ans. Elle n'a pas de famille. Tout le monde est mort sous les bombardements. Mais ils s'entendaient bien. Ils ne se sont pas disputés récemment, ni la veille, ni aujourd'hui. Il n'y a pas de testament à sa connaissance, pas d'assurance vie non plus. Oh, d'ailleurs, ils ne sont pas riches. Rien que leurs 2 salaires. Monsieur Étienne ne sait rien de plus, rien d'autre. Son calme triste agace le policier. Monsieur Étienne le sidère en affirmant « Je ne suis pas calme, monsieur, je m'efforce de l'être. On doit toujours s'efforcer d'être calme. Ce n'est pas votre avis ?» Le lendemain, monsieur Étienne parle de son alibi, puisqu'on le lui demande. Il a travaillé toute la journée, jusqu'à 10 heures, dans l'atelier où il est employé depuis 10 ans maintenant. Son patron pourra le confirmer. Oh, c'est le seul témoin, car il n'y a pas d'autres ouvriers, mais il confirme. Son trajet en métro est reconstitué, soigneusement minuté, et il n'y a rien à dire. De toute façon, l'heure de la mort se situe aux environs de 19 heures, et à cette heure-là, monsieur Étienne travaillait. Le juge l'inculpe cependant, car ses empreintes sont retrouvées sur les montants métalliques de la boîte de couture et sur un médaillon d'or que sa femme portait au cou. Monsieur Étienne se contente de répondre qu'il a souvent manipulé le petit meuble, car sa femme le laissait toujours traîner au milieu de la chambre. Quant au médaillon, il pense l'avoir touché en se penchant sur elle. Mais le juge inculpe quand même. Il espère pouvoir démontrer que l'assassin connaissait d'avance l'emploi du temps de la victime, et notamment qu'elle ferait de la couture. Cet élastique lui paraît convenir tout à fait à un mari étrangleur, et pas d'empreinte possible sur une matière pareille. En tout cas, pas utilisable. Au bout du délai légal, bien, on relâche monsieur Étienne. Le juge n'a rien trouvé d'autre. Il le convoque de temps en temps. Mais il semble avoir pas mal de travail, ce juge. On lui propose d'examiner l'emploi du temps d'un sadique qui avouerait n'importe quoi pour qu'on s'occupe de lui. La piste est sans espoir, mais on ne sait jamais. Enfin, monsieur Étienne peut partir. Il est veuf et innocent. Voilà le drame affreux qui a frappé cet homme en plein bonheur. Maintenant, vous savez presque tout. Et monsieur Étienne est à nouveau dans l'autobus en direction de son nouveau domicile. Il continue à regarder autour de lui, il a toujours l'air ennuyé, il se mouche à plusieurs reprises et sort de sa poche une petite boîte de réglisse. En descendant de l'autobus, il se dirige vers une épicerie et en ressort, une dizaine de minutes après, chargé d'un sac de victuailles.
À la boulangerie, il achète une baguette de pain, puis se hâte de regagner son immeuble, traversant la rue par petits bonds, comme une sauterelle mouillée. Il disparaît. Et 5 minutes plus tard, il est à nouveau en bas, refait son petit manège pour traverser la rue, et entre sans hésiter dans le bistrot. Sans hésiter, il s'approche d'une table. Surpris, l'homme qui s'y trouvait, installé, se lève précipitamment, mais il n'a pas le temps de se dégager. Monsieur Étienne s'adresse à lui à voix basse. « Je ne vous connais pas, monsieur, mais je vous vois là tous les jours depuis 2 semaines. Vous me surveillez, n'est-ce pas ?» L'homme regarde autour de lui, gêné, et d'une voix tout aussi basse. « Mais moi non plus, je ne vous connais pas. Vous devez vous tromper. » Monsieur Étienne regarde l'homme un moment, puis ajoute. « Vous ne me suivez pas ?» Il parle si bas qu'il a l'air inquiétant avec ses yeux pâles et son visage glacé. Il répète. « Vous ne me suivez pas ?»« Mais absolument pas, monsieur. Vous me prenez pour quelqu'un d'autre. Mais je ne sais pas qui vous êtes. Excusez-moi. » Monsieur Étienne rentre chez lui sans se retourner. Le lendemain, il se rend à son travail. Sa vie est d'une régularité exemplaire. Tous les matins, il prend l'autobus avec sa fille, qui descend avant lui pour se rendre à l'école. À midi, il mange une omelette dans un café près de l'atelier. Il rentre vers 6 heures, fait les courses, et certainement la cuisine, car il ne ressort pas. Le jeudi, la petite Myrna va chez sa grand-mère toute seule, et le dimanche, s'il ne pleut pas, ils vont se promener ensemble. Jamais plus d'1 heure. Et les jours passent. 2, 3, 4. 4. C'est le 4e jour que M. Étienne a remarqué qu'un autre prend le même autobus que lui à la place de l'autre homme. 5, 6, 7. Il en arrive un autre. Il semble que tous les 3 jours, il se remplace. M. Étienne s'en rend compte. Et en 1 mois, il en compte 4. 4 qui se relaient tous les 3 jours. Mais il ne revoit pas le premier. 6 février 1950, M. Étienne se rend chez sa mère et lui confie la petite Myrna. Il a, dit-il, un petit voyage à faire. Il laisse aussi les clés de son appartement au cas où la petite aurait besoin de quelque chose et un peu d'argent. Toujours en autobus, son cache-nez bien serré autour de son cou, il fait un long trajet, une petite serviette noire sur les genoux, apparemment bourrée. Il a demandé à voir le juge d'instruction. Il s'est assis après avoir patienté un quart d'heure en silence et il a dit « C'est moi ». L'interrogatoire n'a pas été difficile cette fois-là. Entre 18h et 19h15, M. Étienne avait laissé tourner la machine sur laquelle il travaillait. Son patron, un homme âgé, sommeillait comme tous les jours à cette heure-là, dans un petit cagibi au fond de l'atelier. L'alcool l'aidait toujours à sommeiller. Quand M. Étienne est revenu, le vieux dormait toujours et la machine tournait toujours. En ce qui concerne le mobile, M. Étienne est extrêmement circonspect. Il se contente de révéler que sa femme ne voulait pas se soumettre à certaines fantaisies, ce qui l'obligeait souvent à d'autres recours dont il désapprouve la vulgarité. Il veut bien dire également pourquoi il n'a pas avoué immédiatement. J'avais soigneusement préparé tout cela. C'était une vengeance que j'espérais depuis longtemps. Ma femme parlait toujours trop fort et se prenait pour quelqu'un. Après la naissance de notre fille, elle s'est mise à jouer les grandes dames pudibondes. Je la détestais. On se demande comment un homme peut détester avec une telle douceur de voix. Mais je n'ai pas profité de sa mort comme je le pensais. Comment cela, profiter? Elle est morte trop vite. Elle ne s'est presque pas défendue. C'était extrêmement décevant. Je n'ai pas eu le temps de lui prouver que j'étais le plus fort, que j'avais raison, que c'était moi le maître. Même après, cela n'a pas été satisfaisant. Je n'arrivais pas à reconstituer la scène dans mon esprit. Ça s'est passé trop vite. Et puis M. Étienne a posé sa question. « Monsieur le juge, depuis la dernière fois, vous m'avez fait suivre, n'est-ce pas ?» Monsieur le juge a répondu. « Non, monsieur Étienne. Je n'ai pas les moyens de faire suivre tout le monde.
Et alors? C'est votre mère, monsieur Étienne. Elle a utilisé les services d'une agence privée. Elle m'en avait informé. Ça lui a coûté très cher. Monsieur Étienne a fait « Ah !» Et puis il n'a plus rien dit. Une semaine avant son procès, il s'est pendu dans sa cellule. Vous venez d'écouter Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast issu des archives d'Europe 1 et produit par Europe 1 Studio. Réalisation et composition musicale, Julien Tarot. Production, Sébastien Guyot. Direction artistique, Xavier Joly. Patrimoine sonore, Sylvaine Denis, Laetitia Casanova, Antoine Reclus. Remerciements à Roselyne Bellemare. Les récits extraordinaires sont disponibles sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi le prochain épisode en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute préférée.